Maintenant, pour en savoir plus sur ce sommet de l'ANAS, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, auquel le premier ministre Trudeau participe, sur son importance dans le monde et pour le Canada, je retrouve John Su, qui est professeur de stratégie et de management international à l'Université Laval. Bonjour, M. Su. Oui, bonjour. Bon, on dit que ce sommet de l'ANAS, c'est le plus gros à se tenir dans cette région du monde. Pour nous donner un peu de contexte, jusqu'à quel point c'est un rassemblement économique qui est important? En fait, ANAS officiellement regroupe 10 pays de la région Asie du Sud-Est. Okay? Donc, c'est une association qui a été créée il y a fort longtemps, en 1967. Mais le sommet est très important, peut-être pas le plus, mais quand même très important. Pourquoi? Parce que c'est non seulement les 10 chefs d'État de ces pays membres vont participer à ce sommet, et aussi ce sommet réunit aussi les dirigeants tout autre pays concerné, par exemple le président chinois, oui, le premier ministre japonais, représentants américains, et aussi, bien sûr, cette fois-ci, notre premier ministre Trudeau. Donc là, on voit des grands joueurs économiques et politiques dans le monde vont se rencontrer. Oui. C'est la deuxième année de suite que le Canada participe à cette rencontre en tant que partenaire de dialogue. C'est comme ça qu'on appelle le Canada. L'an dernier, on avait reproché à M. Trudeau d'y commettre des gaffes. Il aurait dit des choses sur la place publique qu'il aurait dû garder privées. Est-ce que le premier ministre Trudeau, selon vous, est d'abord et avant tout en train de réparer des pots cassés? Dans un sens, oui, on peut dire cela, parce que l'année dernière, lors de ce sommet au Vietnam, parce qu'à ce moment-là, le Canada était un peu hésitant envers nouvelle entente de partenariat transpacifique, parce qu'avec le retrait des Américains, il reste 11 pays pour cette entente, que c'est vrai que sans les Américains, le poids économique et politique se réduit beaucoup. Donc aussi, bien sûr, on a fait, lors de négociations avec les Américains, on a fait beaucoup de concessions, et après, s'il y a plus d'Américains, on souhaite défendre un peu mieux les intérêts canadiens. C'est dans ce contexte-là, M. Trudeau a fait certains gestes, surtout vis-à-vis de cette négociation, qui a eu des conséquences un peu négatives. Mais au cours de ces dernières années, je pense qu'on a fait des bons rattrapages. Hein, oui. Parce que notre Parlement a ratifié cette entente il n'y a pas longtemps. Et à la fin de cette année, cette entente va entrer en vigueur. Donc aussi, bien sûr, l'année dernière, on a nommé notre premier ambassadeur justement pour cette association ANAS. C'est un geste très important, très apprécié. Donc je pense qu'il y a certaines, je dirais, hésitations l'année dernière, compréhensibles, mais peut-être qu'il y a eu un petit peu d'effet négatif. Mais je pense qu'étant donné l'importance du Canada et aussi les gestes que notre gouvernement canadien a manifestés après, je pense que c'est une page, on peut dire, tournée, en fait. Et on voit que les choses avancent graduellement. Le but de ce voyage de M. Trudeau, évidemment, c'est intensifier les échanges commerciaux avec les pays membres de l'ANAS. On est à l'étape préliminaire actuellement du développement des relations d'affaires. Mais le premier ministre Trudeau dit espérer entreprendre des négociations de libre-échange dès le printemps 2019 avec l'ANAS. Est-ce que ça vous semble réaliste? Vous savez, toutes les négociations pour conclure une entente prennent beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle il est temps de commencer, parce que pour deux raisons. Première raison, c'est que le centre de la gravité économique est en train de se bousculer vers l'Asie. C'est un fait. C'est vrai que la région Asie du Sud-Est, aujourd'hui, n'est pas l'acteur le plus important sur le plan économique. Mais si vous regardez les dynamismes, et aussi en termes de taux de croissance ou de formation de classes moyennes très rapides, on voit beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités économiques et même au niveau politique pour le Canada. Donc, il faut s'engager. Et vous savez, le Canada, c'est une puissance moyenne, mais on est un des membres de G7. Si nous pouvons faire quelque chose avant certains d'autres, je pense qu'il y a un avantage d'être premier. Oui. Sur les 10 pays membres de l'ANAS, il y en a 4 qui ont déjà signé l'accord de partenariat transpacifique qui doit entrer en vigueur le 30 décembre prochain. Le Canada l'a fait récemment. Est-ce que le Canada est en train... En fait, ça donne l'impression que le Canada est peut-être en train de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous? Pour moi, c'est nécessaire parce qu'il faut que le Canada, étant donné notre situation, on n'est pas un des plus importants joueurs dans le monde, étant donné notre taille économique, etc. Mais de l'autre côté,
le contexte actuel permet au Canada de jouer un rôle plus important, aussi bien pour mieux défendre nos intérêts canadiens et même promouvoir certaines idées, certaines, je dirais, activités intéressantes pour le monde. Donc moi, je pense qu'on a réglé notre entente de partenariat avec l'Union européenne, ensuite, bien sûr, une nouvelle version ALENA. Hein? Donc Oui. voilà, ensuite, TPP, nouvelle version. C'est vrai qu'il faut continuer de s'engager. Pourquoi? Parce que le monde, malgré tous ces efforts de rapprochement, demeure très différent. Si on veut promouvoir des échanges gagnant-gagnant entre le Canada et les autres pays, surtout en Asie, il faut avoir un cadre juridique et politique. Donc, conclure des ententes, pour moi, c'est un préalable pour mieux protéger les intérêts de nos entreprises. Parce que vous savez, les différences politiques, juridiques, culturelles, sociales sont très grandes entre le Canada et cette partie, je dirais, du monde. Donc, il faut s'engager, mais le reste, je pense que c'est un processus qui risque d'être long. Pourquoi? Parce que je sais que côté Canada, on souhaite conclure désormais des ententes de nouvelle génération, en le style TPP, nouvelle version, Oui. parce qu'on veut qu'on puisse faire des ententes sur la base sociale, écologique, etc., acceptables. Monsieur Soul, on doit aller rapidement parce que le temps file. Vous avez mentionné l'accord de libre-échange. J'aimerais vous parler de la Chine maintenant. Justin Trudeau a eu une rencontre d'une heure aujourd'hui avec son homologue chinois. C'est la 3e fois que les deux hommes se rencontrent depuis 2016. M. Trudeau espère toujours conclure un accord de libre-échange avec ce pays. J'aimerais vous entendre sur le fait que, jusqu'à quel point, en fait, le Canada a les mains liées par l'ALENA 2.0 qui a été renégocié avec les États-Unis à la fin du mois de septembre concernant la Chine. C'est vrai que d'un côté, étant donné l'ensemble d'opportunités que la Chine pourrait offrir au Canada ou au monde, je pense qu'il faut s'engager parce que cette année, normalement, la Chine deviendra le marché de consommation le plus important du monde. Vous savez, jusqu'à maintenant, ce sont les Américains qui dominent au niveau du marché de consommation. Donc, il y a beaucoup d'opportunités et notre économie a besoin des nouveaux marchés. Et c'est la raison pour laquelle on a créé même un ministère de diversification. C'est très important. Oui. Mais de l'autre côté, il faut s'engager dans une négociation. Il faut intensifier nos relations. Mais concernant cette entente libre-échange, ça va être relativement difficile. On peut amorcer la discussion. Mais vous savez, nous avons deux contraintes majeures. Premièrement, bien sûr, c'est que c'est cette nouvelle version d'ALENA qui a une clause qui demande qu'un pays qui veut conclure une entente avec un pays non marché devrait avoir approbation de deux autres pays. Donc, c'est vrai que c'est une contrainte importante. De l'autre contrainte, c'est que vous savez, l'année dernière, au début de décembre, lors du voyage de M. Trudeau, il voulut proposer une négociation pour conclure un accord libre-échange avec la Chine. Mais ce n'est pas abouti. Pourquoi? Parce que M. Trudeau souhaite toujours intégrer certaines conditions sociales, écologiques ou justement vis-à-vis de femmes, par exemple, dans toutes les ententes commerciales. C'est vrai que le gouvernement chinois, étant donné le système politique de la Chine, le gouvernement chinois est très réticent. Il veut toujours se séparer de l'aspect affaires avec toute autre dimension. Donc, c'est dans ce contexte-là, bien sûr, les difficultés sont importantes, mais ça ne nous empêche pas, d'identifier nos relations pour faire, je dirais, profiter de nos entreprises. Et deuxièmement, je dirais, on pourrait amorcer une négociation. On va voir ce qui va donner. Parce que vous savez, la Chine, avec cette guerre commerciale avec les Américains, la Chine, j'ai l'impression que devrait faire beaucoup de ménage sur son système économique et politique parce que, quand même, beaucoup de reproches que les Américains font à l'endroit de la Chine, même les Unions européennes, même le Canada ou certains d'autres pays dans le monde, ont des raisons. Monsieur Su, il nous reste moins de 30 secondes parce qu'on sait que pendant le temps que le Canada veut intensifier ses relations avec la Chine, le Canada pousse au niveau intérieur son agenda progressiste, fait la promotion de la liberté de presse, se montre contre la détention des emprisonnements arbitraires, a retiré la citoyenneté d'honneur à la leader de la Birmanie il y a quelques semaines. Est-ce que ça nuit au Canada dans sa volonté de faire des affaires avec la Chine, mais avec d'autres pays de l'Asie également? En quelques secondes.
Oui, c'est un défi majeur. C'est un défi qui, je dirais, qui demande beaucoup d'intelligence de dirigeants ou de tous nos acteurs dans la société. Pourquoi? Parce que même dans le cas de la NAS, la souveraineté non-ingérence de l'extérieur est une condition fondamentale pour développer toute relation avec cette association. Dans le cas de Chine, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle je dis d'un côté, nous devons défendre cette valeur, mais aussi il y a question de manière, n'est-ce pas? Il ne faut pas donner l'impression qu'on impose, on a raison, hein, donc on incarne la vérité. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut dialoguer, il faut trouver des solutions intelligentes, mais tout en défendant certaines valeurs fondamentales, je dirais universelles dans le monde. Donc moi, je pense que c'est là tous les défis, mais il faut avant tout dialoguer, s'engager dans une interaction, je dirais, efficace, au lieu de, je dirais, comme M. Trump a tenté de faire, imposer une vision à quelque chose pour que le monde accepte. Là, ça ne passerait pas. Il faut bien comprendre. Monsieur Trudeau a parlé d'un dialogue franc et ouvert avec son homologue chinois aujourd'hui. Jiansu, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.